Hi, my name is Enzo Dosso. This is African Vision Program. Bronx, Sunday, 9 p.m. to 10 p.m. Thursday, 1 p.m. to 2 p.m. Channel 69. Manhattan, Tuesday, 4:30 to 5 o'clock. Channel 67, 85, and 36. Brooklyn, Friday, 7 o'clock to 7:30. Channel 68, 79, and 43. Queens, Friday, 7 o'clock to 7:30. Channel 43. This is our website, www.avntv.net. Once more, www.avntv.net. C'est le résultat qui compte parce que on peut être un bon traître aussi. Donc moi, si on dit que moi, l'important pour moi était de prouver ma bonne foi dans le sens de la paix. Personne ne souhaite que son pays soit en lambeaux. On ne peut pas dire qu'on aime son pays et puis tirer la balle de trop. Donc quand on a l'opportunité de discuter, de faire la paix, de faire l'économie des vies humaines, il n'y a pas à hésiter. Je suis allé au dialogue direct. On a signé un accord. On devait appliquer l'accord. L'accord était simple. Il fallait faire des élections. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait avec toutes les difficultés, les incompréhensions, les injures, les colibés, de part et d'autre d'ailleurs. C'est vrai, aujourd'hui, il y a beaucoup de militants du RHDP qui m'aiment, mais ils m'ont insulté hier, bravement. Mais ainsi va la vie, c'est ça aussi le cheminement d'un homme politique. Et il fallait faire cette élection. Monsieur l'ambassadeur, vous étiez avec moi hier et j'ai expliqué aux parlementaires parce qu'on a intoxiqué, désinformé les gens en faisant croire que c'est les Nations Unies qui sont venues s'immiscer dans nos affaires. Ce n'est pas vrai. C'est à Pretoria, avec Mbeki, que nous tous, à l'époque, on nous appelait les 5 grands. Il y avait Seydou Diarra, Bédié, Alassane Ouattara, moi-même, dans la discussion, et Mbeki, à Pretoria. On devait faire la commission électorale indépendante, et dites-le, le FPI était opposé à ce que les forces nouvelles soient à la commission électorale indépendante. Donc j'ai dit, bon, si c'est ça, nous, si on n'est pas dans la commission électorale indépendante, on ne fait pas confiance aux élections. Donc nous, on ne désarme pas, c'est terminé, on arrête. Et pour sauver la situation, Mbeki a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Je lui ai dit que si moi je n'étais pas dans la commission électorale indépendante, alors je veux que les Nations Unies viennent faire les élections en Côte d'Ivoire. Il a dit, c'est une idée intéressante, je vais poser la question à Kofi Annan. Quand il a dit ça, Gbagbo a dit, non, 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 c'est pas la peine, mais Guillaume, tu veux être à la CEI? J'ai dit, mais c'est ce qu'on demande depuis. Il dit, vous voulez être représenté à combien? J'ai dit, nous voulons être représentés comme tous les autres. Il dit, mais bon, vous pouvez rentrer. Voilà comment nous avons été dans la CEI. Parce que peut-être, entre deux mots, fallait-il choisir le moindre. Entre deux périls, fallait-il choisir le moindre, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que Mbeki, qui était déjà lancé, avait appelé Kofi Annan. Et nous avons décidé ce jour-là que les Nations Unies devaient s'impliquer fortement dans le processus électoral pour s'assurer que les élections seraient crédibles et démocratique, et nous avons même décidé de nommer un haut représentant chargé des élections. C'est au sortir de cette réunion que les Nations Unies ont désigné M. Gérard Stoudman, si vous vous en souvenez, un Suisse, pour être le haut représentant aux élections en Côte d'Ivoire. Donc d'où vient-il?
que les Nations Unies se sont imposées. C'est nous-mêmes, on a signé dans un accord pour dire qu'ils n'ont qu'à venir regarder nos élections. Et puis de toute façon, pourquoi avoir peur des Nations Unies si on veut être transparent? Voilà comment ça s'est passé. Et je suis très heureux parce que les Nations Unies nous ont aidés par le mandat de la certification. L'élection s'est déroulée dans de très bonnes conditions. Pour la première fois et de façon historique, et l'histoire de notre pays retiendra ça. 86% des Ivoiriens du corps électoral se sont déplacés dans les urnes. Moi, j'ai voté à Bassam. Quand j'arrivais à Bassam, j'ai vu le nombre impressionnant d'Ivoiriens sortis. Ce jour-là, j'ai été fier de mon pays. J'ai été fier de la maturité des Ivoiriens. Parce que ce qui est en cause en Côte d'Ivoire, ce n'est pas les Ivoiriens entre eux. Ce n'est pas la maturité des Ivoiriens. C'est le manque de leadership. C'est ça la vérité. Ils sont allés à notre appel. Ils ont voté. 86% au premier tour. 81% au second tour. Les Ivoiriens ont montré au reste de l'Afrique qu'ils voulaient tourner la page difficile de notre pays et qu'ils voulaient renouer avec la paix. C'est pourquoi j'ai été déchiré particulièrement de voir que notre leadership n'a pas été à la hauteur de cette belle mobilisation et de ce grand sacrifice du peuple de Côte d'Ivoire. Comment, après un tel taux de participation, on peut refuser de reconnaître le résultat de ces élections? Je n'ai jamais compris. Et c'est pourquoi, quand le 28 novembre, j'ai vu que notre pays dérapait et que l'ancien président, avec ses actes honteux à la télévision, en train de déchirer des procès-verbaux de résultats, j'ai été meurtri. C'était une journée très dure pour moi, parce que j'avais consacré toute l'énergie, toute la force, la concentration. On ne dormait pas. On y avait tout mis. On avait tout fait pour que les Ivoiriens, l'Afrique, soient fiers de cette élection. Et je crois qu'on n'a pas failli dans l'organisation de l'élection. Mais après, quand vous avez un leadership qui n'est pas à la hauteur de vos efforts, qu'est-ce que vous pouvez y faire? Quand après, Gbagbo n'a pas accepté les résultats. Parce que la réalité des urnes, elle est certes terrible, mais c'est les urnes. On peut perdre, on peut gagner, on peut perdre à nouveau, gagner après. Mais a-t-on le droit, parce qu'on a perdu, de tuer des Ivoiriens? J'étais récemment à Abidjan où j'ai reçu l'association des maires. À ma gauche était assis l'ancien président Nissofor Soglo. Il y a une vie après la présidence. Évidemment, il était à ma gauche. Il n'est pas mort. Malheureusement, nous avons baigné dans cette crise. Certains m'ont reproché pour dire, mais M. Soro, vous avez organisé l'élection, vous auriez dû vous en arrêter là et puis partir. Mais ma responsabilité était quand même de dire aux Ivoiriens, en tant que Premier ministre, qui a gagné l'élection, je ne pouvais pas par lâcheté mes terres et voir le pays, parce que je n'ai pas pu dire qui a gagné l'élection, aller dans une guerre civile. Je me serais reproché, mais c'est toute ma descendance qui aurait porté ce fardeau-là. Et ça, je ne pouvais pas l'accepter. Et c'est pourquoi j'ai dit haut et fort, et je l'ai dit publiquement, que c'est M. Alassane
qui a gagné les élections. Et je peux vous dire, en vous regardant droit dans les yeux, que si c'était Bédié qui avait gagné les élections, je l'aurais dit. Si c'était Gbagbo qui avait gagné les élections, je l'aurais dit, quoi que ça me coûte. Mais là, c'est Alassane qui a gagné. Je ne peux pas faire autrement. Donc, en Côte d'Ivoire, il faut le savoir, ceux qui encore à l'extérieur continuent de raconter des choses. Cette élection est passée. Au lieu de parler de l'élection de 2010, qu'ils se préparent pour 2015. Ils peuvent être candidats. Et là, ils peuvent gagner. S'ils gagnent, mais on va dire qu'ils ont gagné et puis ils vont nous commander. Donc, où est le problème? Donc, laissons 2010, c'est fini. Maintenant, préparez-vous pour aller aux élections de 2015. Et c'est ça que je suis venu expliquer au secrétariat général des Nations Unies. Mais en même temps, je vous le dis, chers frères, nous avons, après la crise post-électorale, avec son cortège de morts, parce que je vois les impatiences des Ivoiriens, mais il y a seulement encore 1 an et demi, les Kalachnikov tonnaient à Abidjan. Et c'est quand, après le 11 avril, où Gbagbo a été arrêté, que nous avons pris le pouvoir, nous avons commencé à travailler pour mettre en place les institutions rapidement, parce que la Côte d'Ivoire était bloquée. Ni banque, les ports sous embargo, tout était bloqué. Il n'y avait plus rien, plus de commissariat, plus de camps militaires. Et c'est en 6 mois que nous avons travaillé sans relâche. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, vous avez encore à nouveau la police, la gendarmerie, l'armée qui est en cours de restructuration. Je ne dis pas que tout est parfait, parce que de toute façon, c'est un processus. Mais beaucoup a été fait. Et le président de la République, très peu lui apprendront les arcanes économiques, s'est mis au travail et les résultats sont là. Et c'est maintenant que les Ivoiriens vont commencer à noter les effets positifs de cette relance économique. Cette année, le FMI annonce un taux de croissance de 8,6%. Mais quand on dit à la population, ils disent, bon, c'est des chiffres. Oui, mais il faut d'abord des chiffres qui vont après se traduire en effet concret. Parce que si vous n'avez même pas de chiffres, vous n'aurez rien. Donc, il faut que les Ivoiriens gardent cet espoir-là. Et c'est cet espoir que je suis venu donner aux Ivoiriens. Un message d'espérance. Et vous dire que nous devons nous donner la main pour construire la Côte d'Ivoire de demain. Je m'adresse surtout aux jeunes qui ne sont pas concernés par ces querelles politiciennes. Parce qu'en réalité, la lutte de pouvoir a toujours existé depuis la nuit des temps. Mais les peuples doivent savoir garder le cap et ne pas se laisser embarquer dans la manipulation, le mensonge. Aujourd'hui, ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire, c'est la paix, c'est la réconciliation. Arrêtons de nous regarder en chien de faïence. On demande aux uns aux autres de se redonner la main pour qu'on reconstruise notre pays. Voici le message que j'ai donné aux Américains, aux sénateurs, aux Nations Unies. Ils m'ont dit, mais on a le sentiment que la réconciliation là n'avance pas. J'ai dit, mais vous qui êtes loin, vous pouvez le dire. Mais moi, qui ai vécu 2002,
Moi qui ai vécu la crise post-électorale de 2010, je ne peux pas avoir le même regard que vous. Parce que maintenant, en Côte d'Ivoire, on peut dormir chez soi. On n'entend plus de roquettes. On n'entend plus de Kalachnikov. En Côte d'Ivoire, on peut circuler. Mais en Côte d'Ivoire, des chefs d'État viennent. En Côte d'Ivoire, même Hillary Clinton y a dormi. Ce n'était pas possible avant. En Côte d'Ivoire, les investisseurs ont commencé à revenir. En Côte d'Ivoire, tout reprend. L'espoir renaît. La grande Côte d'Ivoire est désormais en route. Cette Côte d'Ivoire où il fait bon vivre, cette Côte d'Ivoire qui faisait tant envie, et c'est celle-là que nous voulons bâtir aux côtés du président de la République, la Côte d'Ivoire de la modernité. C'est pourquoi l'Assemblée nationale s'est engagée dans la voie de la modernité. Et je pense que nous pourrons réussir tous ces paris. Chers amis de la diaspora, je vais conclure mon propos pour permettre, bien évidemment, l'ambassadeur a insisté, pour permettre à ceux qui voudraient poser des questions de le faire. C'est à Washington, il y a un an, rencontrant les Ivoiriens là-bas, ils m'ont posé la question spécifique de la diaspora. J'étais alors Premier ministre. Quand je suis rentré, j'ai pris un cabinet pour faire une étude sur la diaspora. L'étude m'a révélé des choses très intéressantes que je vais partager avec vous. L'étude m'a révélé que quand on prend la diaspora en tant qu'entité économique, mais c'est une ressource formidable, aussi bien comme le cacao, l'argent que ça peut produire pour le pays. L'étude m'a révélé que le Maroc, la diaspora marocaine contribuait à hauteur de 8% dans le taux de croissance du PIB. Le Sénégal, 6%. Le Mali, 5%. Mais la Côte d'Ivoire, 0,8%. Je me suis dit, mais est-ce que c'est parce que les Ivoiriens n'aiment pas leur pays ou c'est quoi? Mais en réalité, je me suis rendu compte que quand on s'intéresse à la diaspora s'intéresse à vous. Et l'étude a montré, si vous prenez le Maroc, il y a un ministère dédié aux Marocains de l'extérieur. Si vous prenez le Sénégal, il y a toujours un ministère dédié aux Sénégalais de l'étranger, ainsi de suite. Mais chez nous, ce ministère n'existait pas. C'était une sous-direction, je crois, au ministère des Affaires étrangères. Donc l'étude a montré qu'il fallait relever le niveau institutionnel, le cadre institutionnel qui devait s'occuper de la diaspora. Tout à l'heure, votre représentant a évoqué certaines questions qui rentrent pour moi parfaitement dans les attributions du ministère des Ivoiriens de l'extérieur. Ce sera à ce ministère de procéder au recensement des Ivoiriens, de les identifier, de classifier, de regarder avec eux les projets et de soumettre au gouvernement directement ce qui peut être fait pour la diaspora. Et je pense que beaucoup de choses peuvent être réalisées. Et je me réjouis fortement que le président de la République, avec qui j'avais échangé sur ces questions, puisque vous comprenez bien qu'il me faut faire des rapports après chaque mission, au dernier gouvernement, avec le Premier ministre Kablan Duncan, ont décidé de vous montrer leur attachement à la diaspora.
de montrer que désormais, la diaspora ivoirienne ne sera plus orpheline. Que désormais la diaspora ivoirienne sera au cœur de la politique du gouvernement. Et je peux vous assurer que les doléances que vous faites là sont et existent pour que le ministère chargé des Ivoiriens de l'extérieur les analyse et y donne des solutions. En tant que président de l'Assemblée nationale, évidemment, je ne suis plus au gouvernement, mais je peux me permettre d'être votre avocat puisque le Premier ministre Kablan Duncan, que je connais très bien, le ministre des Affaires étrangères, le ministre Dibi qui arrive du reste aujourd'hui même à New York, avec qui évidemment je parlerai de ces questions, sont des amis à moi et nous pouvons échanger sur la question et nous pouvons les soutenir. Je voudrais en votre nom à tous nous souhaiter bon voyage. Donc voici, chers amis de la diaspora, monsieur l'ambassadeur, monsieur le chargé d'affaires, monsieur le président, chers amis, le message que je voulais vous porter est terminé en vous remerciant d'avoir fait nombreux le déplacement et surtout d'avoir été patient pour nous écouter, mais surtout aussi de faire votre l'engagement de bâtir la réconciliation. Parce que la Côte d'Ivoire, nous sommes tellement mixés. Il faut que, hier, je demandais à l'ambassadeur, devant les sénateurs, pour bien montrer aux sénateurs Perkins et Kevin Parker qu'il n'y avait pas de différence, on ne savait même plus de quelle région chacun venait. J'ai demandé à l'ambassadeur d'où venait son épouse, il m'a dit d'Assini. J'ai dit, mais lui-même, il vient d'où? Il m'a dit du centre. J'ai dit, bon, voilà, c'est ça la Côte d'Ivoire. Pour dire aux sénateurs que la Côte d'Ivoire, nous sommes mixés. Nous avons appris à vivre ensemble et nous allons continuer de vivre ensemble. Merci de m'avoir accueilli. Merci pour votre attention. Merci. En Côte d'Ivoire, juste le temps de permettre à son excellence de soutien aux États. Le dialogue direct, c'est ça. Le dialogue avec la communauté, c'est ça. Et je reçois un autre temps qu'on se voit, qu'on parle. Parce que quand je dis, vous êtes un fils de Port-Boué, je suis un fils de Port-Boué. Lorsqu'on est la personne caribéenne, donc je ne peux pas, comme ça, enclencher les débats. Mais je dis ceci, monsieur le ministre, monsieur le président, je dis ceci. Nous sommes dans le cadre de la réconciliation. Il serait important quand même, je pense honnêtement, qu'avec la justice des vainqueurs que nous vivons, vous êtes dans un pays de droit. Vous êtes venus vous inspirer des réalités ici. Les arrestations par-ci, par-là, la justice des vainqueurs, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable? Est-ce qu'il ne serait pas idoine de grâcer, parce que vous êtes un acteur réel de cette crise qui aujourd'hui arrive? Est-ce qu'il ne serait pas idoine de grâcer des gens? On ne peut pas vivre dans un pays sans opposition. Vous le savez bien. Est-ce qu'il ne serait pas idoine de grâcer les gens qui sont aujourd'hui de l'opposition pour aller véritablement dans la paix? Et c'est très inspirant fort pour la communauté internationale dont vous êtes issus. Pascal, Madame Pascal, s'il vous plaît, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soyez bref, concis. Madame Pascal. Monsieur Guillaume, président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. En tant qu'Ivoiriens, nous aimons vraiment notre pays. Nous l'aimons plus que quiconque. C'est pour cela que nous voulons que chaque acteur mette la main à la pâte pour que la négociation soit totale. Mais pour qu'elle soit totale, dans votre propos tout à l'heure, monsieur le président, vous avez dit, vous avez parlé de
ils incarnent des personnalités vivantes. Ils ont été appelés en Côte d'Ivoire. Ceux-ci travaillaient depuis, même au temps du feu. Certains sont entrés en 88, certains sont entrés en 90, 99. Et ces gens ont travaillé dans les gouvernements respectifs, au temps de métier, du président Oufou-Boigny avec jusqu'à Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, ces gars sont en exil. Ils sont en exil. Mon grand frère qui me précède a fait des études à Paris. En 88, il est rentré en Côte d'Ivoire. Il est professeur à l'Université de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est en exil, il est au Ghana. Je souffre, je tiens seul la famille à Côte d'Ivoire. Comment passer? Non, non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pardon que ces gens, qui ont fait des études, qui ont souffert. Par exemple, des gens qui sont ici, qui font des études, qui sont à Côte d'Ivoire, qui travaillent un jour dans le gouvernement du régime à Assad. Demain, un président arrive. Ces gens-là seront en exil. Comment est-ce qu'on peut arriver à construire une réconciliation durable? Le cœur saigne. Tous les Ivoiriens qui sont ici aiment tellement la Côte d'Ivoire. C'est pour cela qu'ils sont là. Tant que président, que mettez-vous en place pour que ces exilés soient politiques. Il y a des exilés qui ont la peur dans le monde, qui ne sont pas politiques, mais qui sont quelque part. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je n'ai rien à manger, je vais mourir. Ou bien on va m'attraper, on va me mettre en prison. Quelle idée avez-vous pour remédier à cela? Donnez-moi le nom. Bon, ok, donc. Ok, très bien. Voyez-moi. À notre illustre invité, je voudrais m'adresser à New York. Mon nom c'est Yoro Séraphin. Je suis le président de l'Union fraternelle des Ivoiriens de Belgique. New York, il y a longtemps que la communauté, la diaspora, aux États-Unis, attendait New York. Nous vous attendions. New York, nous vous félicitons de l'élection de Fofana Karamoko. C'est important que New York soit dans le débat. C'est très important. Et je voudrais aussi vous tranquilliser sur quelque chose. Notre président, le président Soro Guillaume, il est plus que compétent pour répondre à des contradictions encore. Donc, il est intéressant pour nous, notre propre respect en tant que diaspora en Amérique. Quand le président est assis, il faut qu'on reste calme. Quand les gens interviennent, même si on n'est pas d'accord, laissez-les parler. Le président est important. Je vous salue, New York. Excellence, Monsieur le Président, je n'ai pas de questions. J'ai voyagé 19 heures avec 3 de mes frères à mon convoi, à Mademoiselle Elisabeth et Bamba qui est avec nous. Parce que quand on nous dit que le président Soro Guillaume arrive, je crois que nous ne pouvons nous asseoir. Ce monsieur qui est là, il n'est plus qu'un symbole. Il est plus qu'un symbole. Je pense que vous avez écouté son intervention. La Côte d'Ivoire a trop traversé. Si aujourd'hui nous parlons de paix, c'est parce que Dieu a voulu que ce monsieur-là soit là. Ce n'est pas une question, c'est un commentaire. Je voudrais simplement, écoutez-moi, je l'ai dit tout à l'heure, New York, nous vous attendions dans ce débat-là. On veut New York dynamique pour que les Ivoiriens avancent aux États. Ça a été consenti pour notre pays. Mais plus, nous voudrions vous dire que le peuple de Côte d'Ivoire vous a mis aujourd'hui à la tête de la plus prestigieuse institution de la République, à part la présidence de la République qui est au-dessus de cela. La nouvelle Côte d'Ivoire, les sillons nouveaux de ce pays, les clés sont dans vos mains. Et nous vous faisons confiance. Nous vous faisons entièrement confiance parce que depuis l'université, vous n'avez jamais failli. Vous êtes un monsieur de parole, ce n'est pas maintenant que vous allez trahir. Conduisons ce avis et nous sommes entièrement avec vous. Je vous remercie. De l'Assemblée nationale, chers députés, monsieur l'ambassadeur, je voudrais de l'Assemblée nationale
en tant que le doyen de la classe politique de New York, en tant que premier président des Ivoiriens à New York, en tant que le chef, je dirais, de ceux qui ont créé la communauté ivoirienne à New York, en tant que fondateur du RDA aux États-Unis et au Canada, je vous adresse nos remerciements et toutes nos félicitations pour toutes les victoires que vous avez gagnées, victoires qui ont été gagnées grâce à votre sens du devoir envers le pays et grâce à votre amour pour votre pays, grâce à votre leadership qui nous a conduits aujourd'hui à des élections présidentielles et qui a doté la Côte d'Ivoire d'un gouvernement démocratique. Monsieur, je suis très ému parce que ces jeunes gens que vous voyez ont répondu à notre appel pour soutenir votre combat. Ils ont répondu par leur marche dans la pluie, dans la neige, au soleil et les contributions individuelles. Je vous remercie pour le groupe dont je suis le doyen qui, pendant votre bataille au sein de la résistance, ont contribué à vos actions. Et nous vous remercions de nous avoir adressé une note d'encouragement et de remerciement. Je voudrais, Monsieur le Président, je salue vos initiatives envers la diaspora. Mais, au nom de tous ceux que je représente, ceux que nous avons appelés à la bataille politique, pour vous dire que vous avez déjà mis les jalons pour répondre aux aspirations de la diaspora. Mais ceux qui ont participé, qui ont soutenu vos actions hier, voudra vous demander de faire davantage, car beaucoup se pensent délaissés par le gouvernement en place. Beaucoup pensent que leurs actions n'ont pas, dès son élection, s'est rendu dans le bureau de ses supporters, les a félicités et a même pleuré. Nous l'avons vu. Nous avons vu le président du Sénégal ici à New York qui a reçu nous avons vu la communauté, nous avons vu le président sénégalais ici. Il a reçu tous les Sénégalais, mais il a aussi reçu ses supporters, c'est-à-dire ceux qui ont mené la bataille pour son élection. C'est pour cela que je ne serai pas long, puisque vous avez déjà répondu à beaucoup de préoccupations. Je vous dis merci, Monsieur le Président, et nous souhaiterons vous rencontrer. Je vous remercie. Nous verrons ce qu'il y a lieu de faire. Ça, c'est pour M. Vassendou Kloumbali. M. Zemon, c'est bien ça? Voilà. M. Zemon, mon ami de Port-Boué, m'a-t-il dit que nous étions à Port-Boué. C'est vrai, quand j'étais étudiant, ma première chambre, c'était à la résidence de Port-Boué 3.
Ensuite, j'ai été à la cité universitaire de Vridi. Et c'est sûr que cette commune-là m'est vraiment connue, mais aussi chère. Alors, vous avez parlé de la question de la réconciliation. Vous avez dit, comment est-il possible que mon discours sur la réconciliation soit crédible quand en Côte d'Ivoire, on assiste à la justice des vainqueurs? Bon, j'entends ce mot-là, justice des vainqueurs, mais honnêtement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que je ne sais pas s'il y a une justice des vaincus. Maintenant, si dans un État, s'il y a dans un pays où on a appliqué la justice des vaincus, donnez-moi le nom, je vais aller là-bas pour apprendre comment on applique la justice des vaincus. Mais ce que je veux dire, au-delà de l'anecdote, parce que c'est caricatural ce qui est dit, au-delà de la caricature, je vais vous dire que quand on veut justement le dialogue direct, quand on veut la paix, quand on veut la réconciliation, l'obligation est partagée. Oui, même quand on est chrétien comme je le suis, quand on veut le pardon, quand on veut la grâce, on va d'abord devant le prêtre. On se met à genoux, on fait la concession, la confession, et on demande pardon. Le prêtre vous écoute, faire votre confession, et quand il a fini de vous écouter, au nom de Dieu, il vous absout et vous accorde le pardon. Mais on ne peut pas non plus, en Côte d'Ivoire, vouloir la justice des vaincus et puis tenir le verre au haut. Quand on veut le pardon, quand on veut la grâce, il y a un comportement à avoir. Puis quand on veut la réconciliation, parce que très peu de personnes ici, dans cette salle, m'apprendront l'opposition. J'ai été dans l'opposition. J'ai souffert dans l'opposition. Je suis allé en prison. J'ai eu des pistolets sur ma tempe. J'ai été emprisonné pendant des mois et des mois au secret à la DST. Donc, très peu peuvent me dire ce que c'est que l'opposition est un pays qui vit sans opposition. J'ai fait l'opposition, on est venu au pouvoir. Vous qui parliez, vous allez faire l'expérience de l'opposition maintenant. Et maintenant, l'expérience de cette opposition que vous allez faire. Si vous savez gérer l'opposition, mais vous allez réussir. J'ai dit à certains responsables du FPI que si j'étais à la direction du FPI, aujourd'hui tous ceux qui sont arrêtés seraient libérés parce qu'il s'agit de savoir s'y prendre. Pourquoi moi, qui étais à Boaké, avec peu de moyens, peu de capacités, insu, parce qu'au début du 19 septembre 2002, qu'est-ce qu'on ne disait pas? On disait, ah oui, la rébellion, ce sont des mécaniciens, des menuisiers, dirigés par un étudiant qui n'a pas fini ses études. Nous avons transformé cette rébellion en force et en mouvement politique. Mais on ne s'est pas arrêté là. On l'a transformé en force de gouvernement. On ne s'est pas arrêté là. On l'a transformé en force capable de diriger un État. Et c'est cette rébellion qui a fait la primature, qui
qui a donné des élections démocratiques à la Côte d'Ivoire. Ce sont les menuisiers d'hier, ce sont les mécaniciens d'hier, ce sont les gens qui n'ont pas fini leurs études, qui ont dirigé la Côte d'Ivoire et qui ont fait des élections. Donc, moi je suis totalement d'accord que de toute façon la réconciliation s'impose en Côte d'Ivoire. De toute façon, il faudra qu'un jour ou l'autre, il y ait une grâce en Côte d'Ivoire. Mais tant que vous n'aurez pas adopté le chemin qu'il faut emprunter pour aller à la grâce, vous ne l'y rencontrerez pas. Pour aller à la grâce, mais il faut intégrer la dynamique politique. Si le FPI avait accepté de rentrer au gouvernement, s'ils avaient accepté d'aller aux élections législatives, s'ils avaient accepté d'intégrer le dialogue politique pour la réconciliation, on n'en serait pas là. Si moi, en 2007, j'avais refusé le dialogue direct, on ne serait pas assis là. Si moi, j'avais dit préalable, avant qu'on discute, il faut qu'on libère tous ceux qui sont en prison à la Maca, je ne serais jamais allé au dialogue direct. Parce que j'avais des gens qui étaient en prison. Mon chef de sécurité était en prison à Abidjan. Pour aller au dialogue, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut être courageux. Parce que certains ne veulent pas emprunter ce chemin parce qu'on va dire « Ah, Gbagbo est à la haie et puis vous partez rentrer dans le gouvernement, c'est que vous avez trahi. » On peut rentrer dans le gouvernement, discuter, entrer, faire les élections législatives, intégrer le processus politique. C'est ça qui va apaiser la Côte d'Ivoire. C'est ça même qui va nous permettre ensemble de chercher les voies et moyens de la vraie réconciliation. Mais comme on a peur de dire qu'on a trahi, donc on dit non, non, celui qui au FPI se lève un jour pour dire, bon, courageusement, nous sommes un parti politique. Et un parti politique, c'est d'intégrer la vie politique nationale. C'est vrai, on a des amis, on a des amis, on a notre leader qui est en prison, mais gardez l'espoir qu'un jour il sera libéré. S'ils ont les choses vont se détendre. Mais de toute façon, n'oubliez pas que le président de la République lui-même l'a dit, la justice ira jusqu'à son terme. Tant que la justice n'est pas allée à son terme, le président ne peut pas avoir l'initiative de la loi d'amnistie. Il ne peut pas gracier. Et je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. En 92, là, 93, nous on était en prison. Il y a eu une loi d'amnistie déjà pour Gbagbo à l'époque. Mais la justice était allée à son terme. Et le président a pu avoir l'initiative. Donc, moi, je dis aux Ivoiriens que la réconciliation est possible. Autant le pouvoir que nous constituons aujourd'hui, nous avons l'obligation et l'impératif de faire la réconciliation, autant ceux qui sont dans l'opposition doivent montrer beaucoup de responsabilité de réconciliation. Et c'est comme ça qu'elle sera vraie en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est ce que j'ai expérimenté quand j'étais à Bouaké avec le dialogue direct. J'ai bravé tout, je me suis levé, je n'ai pas posé de préalable, je n'ai pas dit libérer tant, je n'ai pas dit donnez-moi ça, je suis venu au dialogue direct, mes partisans étaient contre, ils ont même, comment on appelle ça, montré leur opposition, certains ont même tiré sur mon avion, d'autres m'ont attaqué. Si j'étais mort ce jour-là, on aurait dit oui, c'est parce que Guillaume était en train de trahir qu'il a été tué dans son avion.
et mes enfants, de génération en génération, auraient été vus comme des traîtres. Mais Dieu merci, je suis vivant. Mais pour faire la réconciliation, il faut être courageux. Il faut accepter de prendre de tels coups et d'avancer. Et c'est au prix de cet engagement qu'on fait la réconciliation. Donc moi, je dis que la justice des vainqueurs, c'est un slogan. La justice des vaincus, montrez-la moi. Et puis la grâce, elle est possible. La loi d'amnistie, elle est possible, pourvu que chacun y mette du sien. Alors, M. Nda Pascal, je crois qu'il dit que son frère est en exil. Je crois que j'ai résolu son problème. Son frère rentrera avec moi à Abidjan. Donc s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Comme j'ai montré autant de patience, d'amitié et de fraternité à vous écouter sans vous interrompre, il faut que ce soit réciproque. Et comme ce n'est pas non plus une fois, quand vous avez posé votre question, même si vous n'êtes pas d'accord avec ma réponse, vous en prenez acte et vous me donnez acte de ma réponse. Donc, je ne vous donnerai pas la parole maintenant. Je passe à M. Nda Pascal. M. Nda Pascal a dit que d'autres sont en exil. Moi aussi, j'ai été en exil. C'est-à-dire, la difficulté à moi, c'est que j'ai vécu tout ça. Non? J'ai vécu l'exil, j'ai vécu l'opposition, j'ai vécu la prison, que sais-je encore. Donc, ceux qui sont en exil, qu'ils rentrent au pays. Il y a de grands noms d'exilés qui sont rentrés au pays. Quand j'étais encore Premier ministre de la Défense, je suis allé moi-même au Ghana. J'ai envoyé le ministre délégué Kofi Paul au Ghana pour discuter avec les militaires. Un pouvoir, un régime là, il craint qui plus que qui? Il craint d'abord les militaires. Mais on est allé au Ghana. Qui sont ceux que nous avons fait rentrer en Côte d'Ivoire? Le colonel Boniface, qui pourtant est réputé étant un soldat intrépide, valeureux, que je respecte et que j'aime beaucoup. On aurait pu avoir peur de dire que si Boniface rentre, ce serait un danger pour nous. Boniface, il est rentré. Est-ce que vous avez entendu un seul jour qu'un cheveu du colonel Boniface Conan a été touché? Mais arrêtons. Le général Mangou, Philippe, avec qui nous avons échangé des mots vifs pendant la crise, qui ne s'en souvient pas? Mais le général Mangou Philippe, on en a fait un ambassadeur. Donc, quand même, mettons un peu de bonne foi là-dedans. Le général Kassaraté Tiapé, que je connais, j'ai fait l'opposition avec le général Kassaraté Tiapé, je l'ai dit à ce micro, écrivez-le. Quand j'étais à la tête de la FESI, lui et moi, nous avions des cachettes à Yopougon où nous dormions, le général Kassaraté Tiapé Edouard. À la tête de la gendarmerie. Nous en avons fait un ambassadeur. Donc pourquoi d'autres vont dire qu'ils ont peur de rentrer? Des hommes en plus des civils. C'est-à-dire ceux-là, les militaires que je viens de citer. Et je peux encore en citer. Comment on appelle celui qui est rentré, qui était sous-préfet, ancien sous-préfet, j'oublie son Oulaï de la... Voilà. Ils sont rentrés, nous sommes allés les chercher, Zouin Honoré, tout cela, nous les avons fait rentrer. Vous avez entendu qu'ils ont été jugés? Quand même.
Mais mieux, le général Djebi Point, j'étais ministre de la Défense. J'étais en voyage justement quand le procureur a interpellé Djebi Point pour l'envoyer à la Maka. Quand je suis rentré à Abidjan, j'ai appelé le ministre de la Justice. J'ai dit, Djebi Point est un officier général, je suis ministre de la Défense, vous ne pouvez pas le mettre à la Maka, je demande que vous le sortiez de la Maka. Tous les là. Et je dis ça, écrivez Djebi Point, celui qui a son numéro qui l'appelle. On a libéré Djebi Point, il est à Abidjan. Enfin, on me dira et on m'enseignera peu de choses sur ces choses-là. Sur les militaires, on les a libérés. Celui qui a fui après pour aller au Ghana, comment on l'appelle? Abei. Abei est venu à mon bureau. Abei, il est de ma promotion. J'ai dit à Abei, vraiment, nous là, on n'est pas, il n'y a aucun problème. Va à Agban, reste là-bas avec tes hommes. Après, il a fui, il est allé au Ghana. J'ai dit, bon, tu vas te créer des problèmes toi-même. Parce que l'exil, là, les premiers jours, on est content, hein, c'est, voilà, on se... Quelques semaines après, quand il faut envoyer les enfants à l'école, payer 2 maisons, une en Côte d'Ivoire, une de l'autre côté, ça devient dur. Il serait resté à Agban, on l'aurait affecté dans une unité ou autre chose. Lui-même, il s'est mis dans sa tête qu'on veut le tuer alors que tu es venu dans mon bureau. Je t'attrape dans mon bureau là. Venu dans mon bureau. Je fais quoi? Tu es venu là, il y avait Bani, il y avait moi. Si je dis attrapez-le, on l'attrape. Je lui ai dit vas-y. Il allait se mettre dans des trucs inutiles. Je dis encore à ce micro, aux exilés, de rentrer. Si tu ne te reproches rien, pourquoi tu vas aller t'exiler, avoir faim tous les jours? Mais vraiment. Et ils n'ont pas le droit d'infliger autant de souffrances à leurs enfants, à leurs femmes, à leurs familles. Rentrez. Aujourd'hui, là, le monde a changé. Il y a Internet, il y a Twitter. On ne peut rien faire à quelqu'un qui le rentre. S'il ne se reproche rien, qu'il le rentre. Maintenant, s'il se reproche quelque chose, qu'il le dise. Et en ce moment-là, quand on nous saisisse, on va voir comment on discute, on négocie. Mais tu t'en vas t'asseoir toi-même volontairement là-bas et tu dis oui, je suis en exil, il n'y a pas de réconciliation. Vraiment, ceux qui sont assis là-bas, qu'ils viennent. Les militaires là sont rentrés. Kona est là-bas, il a son salaire, il mange normalement. De la force mange normalement. Zouin, même je l'ai reçu récemment à mon bureau en tant que président de l'Assemblée nationale. Elle est venue me voir. Sama, tous ceux-là sont là-bas. Donc, si eux sont là-bas, pourquoi un civil va aller s'asseoir au Ghana et puis dire que non, je suis en exil? Donc arrêtons l'exil là. Maintenant, même les civils sont rentrés. Le journaliste récemment dénigrer, détruire l'image de marque et nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. Parce que, en réalité, tous ceux qui sont allés en exil ou qui ont couru ça et là, si on voulait faire des règlements de compte, nous on a attrapé 107 personnes dans le monde. Arrêtez de nous faire croire... Non, non. S'il y a des gens de bonne foi qui sont en exil et qui pensent qu'il peut leur arriver malheur en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, publiquement, devant l'ambassadeur, je leur demande de rentrer. Et si ils ont peur de rentrer, je suis prêt, moi, à prendre mon avion, les mettre dedans, et puis venir à Abidjan. Et puis, ils vont vivre tranquillement. Monsieur Yoro Séraphin, je pense, merci pour l'amitié et la fraternité. Nous avons été étudiants ensemble. Je suis content de voir qu'il réussit à Atlanta. Je pense que c'est une bonne chose qu'il continue son travail dans ce pays et qu'il s'arme d'expérience
demain pour revenir au pays. Le monsieur Bema Fofana, c'est ça? Ben Fofana, merci pour l'amabilité. Je peux comprendre ce genre de... Mais je pense que nous sortons de loin. Nous venons de très loin. Il faut donner le temps au président Alassane de s'occuper des urgences. Et les urgences, c'est de remettre le pays au travail. Je vous assure que si vous voyez le calendrier de travail du président de la République, il vous ferait plutôt pitié que même d'avoir du ressentiment pour lui. Quelquefois, je lui dis, j'ai dit, mais monsieur le président, quand même, allégez votre programme, ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Depuis le 1er juin, depuis le 11 avril 2011, je peux vous assurer que le travail a été acharné. C'était dur. Nous avons trouvé un pays désagrégé. La décroissance économique tournait autour de 7% du PIB. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire n'était plus en mesure de payer les salaires des fonctionnaires. N'eût été la finesse, l'adresse du président de la République, du ministre Dibi que je salue, pour pouvoir payer même les fonctionnaires en Côte d'Ivoire, ce serait difficile. Nous aurions connu le sort de certains pays en Afrique où ils ont 36 mois d'arriérés de salaire. Mais ce n'est pas, grâce à Dieu, arrivé parce que nous avons travaillé tous les jours. Moi-même, en tant que Premier ministre à l'époque, on ne dormait pas. La nuit, il fallait veiller. Le jour, il fallait aller au bureau. C'était très, très difficile. Et je le dis parce que je suis témoin vivant de ce qui s'est passé au pays. C'est maintenant que nous commençons à respirer. C'est maintenant que moi-même, je peux venir à New York. Avant, je ne pouvais pas, ce n'est pas possible. Et mes amis vont dire, depuis que Guillaume est devenu Premier ministre, il ne nous voit même plus, il est devenu grand type. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Quelquefois, vous ne savez même pas comment on envie tant votre propre situation. Et je le dis, parce que quand vous êtes à ces responsabilités, vous n'avez plus de vie, ni de vie privée, ni de... Moi, mes propres enfants me voient combien de fois par an? Hi, my name is Enzo Dosso. This is the Afrique Vision program. Bronx, Sunday, 9 p.m. to 10 p.m. Thursday, 1 p.m. to 2 p.m. Channel 69. Manhattan, Tuesday, 4:30 to 5 o'clock. Channel 67, 85, and 36. Brooklyn, Friday, 7 o'clock to 7:30. Channel 68, 79, and 43. Queens, Friday, 7 o'clock to 7:30. Channel 43. This is the website, www.avntv.net. Once more, www.avntv.net. Thank you.